On écoute. Pour les Iraniens, au plan stratégique, pour l'instant, ils sont en train de gagner la guerre. C'est incroyable, c'est une histoire de fou. L'Iran est arrivé à tenir en échec Israël et les États-Unis qui n'ont pas atteint leurs objectifs stratégiques. C'est l'Iran qui est en train de réussir cet exploit. La guerre de Trump et de Netanyahou contre l'Iran était une guerre d'une sottise et d'une imbécilité sans borne. On peut perdre une guerre en étant une démocratie. Hein. C'est arrivé en 40 en France, par exemple. Lorsqu'on fait tout ce qu'il faut pour perdre, on perd. C'est pas tellement des missiles iraniens qui parviendraient par quelques miracles à atteindre l'Europe, ou des drones pour qui c'est quand même un tout petit peu loin, qui risquent d'être le problème. C'est tout simplement des modes d'action très traditionnels qui sont ceux du terrorisme international. Ça existe toujours, ça marche toujours, ça peut marcher plus exactement. C'est ça que je crains dans cette histoire. Selon Washington Post, le Pentagone est en train de reculer dans le Golfe. Ça, ce sont les hommes qui sont au pouvoir en ce moment. Les grandes bases américaines à proximité de l'Iran sont devenues trop vulnérables. Washington réfléchit à déplacer une partie de ses forces plus à l'ouest. La Jordanie, Israël, évidemment, peut-être aussi l'Arabie Saoudite. Pour rappel, l'Iran n'a pas été vaincu militairement. Et aucune sanction ne suffira à le faire capituler. Les Iraniens restent dans une position relativement confortable. La situation actuelle ne les oblige pas à négocier. Et rien ne garantit que les événements de demain les y contraindront. Rien. Pour les États-Unis et leurs alliés, cela ressemble davantage à une défaite militaire qu'à une victoire. Il n'y aura pas désormais deux options. Soit se retirer et s'autoproclamer vainqueur et signer un accord potentiellement plus défavorable que celui conclu sous Barack Obama, soit suivre l'entité jusqu'au bout. Et dans ce second scénario, le chaos pourrait s'aggraver considérablement et conduire tôt ou tard à un retrait américain, mais dans des conditions bien plus humiliantes. Ils peuvent bombarder les infrastructures iraniennes, c'est bien, l'entité comptait le faire. Mais l'Iran est également prêt à frapper sur tous les fronts, même au prix de lourdes conséquences pour la région et le monde. Téhéran pourrait fermer totalement les deux détroits, s'attaquer aux câbles sous-marins, viser les usines de dessalement ainsi que les infrastructures énergétiques de la région. Les conséquences humaines et économiques seraient catastrophiques et mondiales. L'Iran pourrait ainsi ramener en quelques jours à l'âge de pierre des pays qui ont mis des décennies à se construire. L'Europe serait particulièrement touchée, tandis que les alliés des États-Unis dans le Pacifique et en Europe de l'Est se retrouveraient fortement exposés et vulnérables. Une chose est sûre, il ne faut pas espérer voir le détroit d'Ormuz rouvrir prochainement tant que Trump n'aura pas cédé. Et s'ils veulent entraîner tout l'Occident et leurs alliés dans leur échec et leur chute, alors bonne chance à eux. On écoute. Qu'importe que le pays soit en guerre. Mikhailo Fedorov, ancien ministre de la Défense en Ukraine, appelle à la tenue d'élections déjà reportées à cause de l'invasion russe. Dans une mise en scène martiale sur YouTube, il dénonce le sommet de l'État ukrainien. Nous sommes confrontés à une crise de gouvernance systémique. L'ancien système fonctionne trop souvent selon ses propres règles, il se protège, craint le changement, prend des décisions trop lentement et préfère la loyauté à la prise d'initiative. Une critique à peine voilée du gouvernement de Volodymyr Zelensky qui avait limogé Fedorov en juillet. Son éviction a provoqué une vague de manifestations dans le pays. La tenue d'un scrutin est impossible sous la loi martiale, en vigueur depuis février 2022. Cet appel à des élections par une figure politique de premier plan est une première depuis le début de l'invasion russe. Ces Occidentaux passent leur temps à nous parler de démocratie en Afrique, à expliquer que les pays de l'AES devraient organiser des élections. Mais qu'en est-il de l'Ukraine? Zelensky est impopulaire. Mais qui voterait pour lui aujourd'hui? Personne. Dans les projections publiées par des médias ukrainiens indépendants, quel que soit le candidat d'opposition qui se présente, Zelensky est battu. Il est contesté dans son pays, sauf dans certains médias français. On détourne l'attention avec des drones envoyés sur la Russie. On sélectionne quelques Ukrainiens pour affirmer que Zelensky est un bon président, puis on généralise leurs témoignages. Pendant ce temps, le peuple ukrainien souffre. Des familles sont brisées et des accusations de corruption au sein même du pouvoir se multiplient. Des hommes sont mobilisés de force pour aller combattre leurs frères russes. Des femmes ont perdu leur mari et leur fils. Et à cette allure, la mobilisation forcée des femmes ne tardera pas. Et vous pensez réellement que, dans ces conditions,
le peuple ukrainien se précipiterait pour voter massivement pour Zelensky. Mais personne ne le veut au pouvoir, sauf s'il triche avec le soutien des dirigeants européens. Et moi, je pèse mes mots. Même si chaque homme et chaque femme âgés de 18 à 60 ans encore présents en Ukraine étaient rassemblés et contraints d'une manière ou d'une autre à combattre la Russie, cette guerre pourrait conduire à un véritable suicide national. L'Ukraine a perdu. Les bases militaires américaines stationnées en Allemagne, désormais sur le viseur de l'Iran. Mesdames et messieurs, sans état d'âme, l'Iran envisage désormais frapper les bases militaires américaines stationnées en Allemagne. Dans la perspective des mouvements militaires américains observés par Téhéran depuis ces bases militaires américaines stationnées en Allemagne. En représailles, on nous parle là d'une action militaire de l'OTAN limitée à l'endroit de l'Iran. Donc l'OTAN qui serait obligé d'entrer en action. Mesdames et messieurs, on vous l'a fait comprendre que l'Iran est sans état d'âme en ce qui concerne l'OTAN et son fameux article 5. L'Iran s'en fout pas mal. N'importe où les États-Unis vont utiliser les bases pour toucher le sol iranien, la réplique iranienne sera sans mesure. C'est-à-dire que l'Iran s'en fout du fameux article 5 mis en avant par les pays de l'OTAN. Il suffit qu'un pays, petit soit-il, du moins ce qu'il appartient déjà à l'OTAN, se tape la poitrine et utilisé pour frapper la Russie, pour frapper l'Iran. Pour l'Iran, il n'en est pas question. Votre fameux article 5 ne regarde que vous et vous seul. Tant qu'un pays où sont stationnés les États-Unis sera utilisé contre l'Iran, l'Iran restera sans état d'âme. Il va répliquer, qu'importe ce qui arrive, parce que certains agitent la menace d'un troisième conflit majeur sous peine que si l'OTAN entrait en action. On vous l'avait dit, mais la Turquie, qui s'en est allée signer un accord de défense mutuelle avec l'Arabie Saoudite, étant notamment membre de l'OTAN, ce qui va sans dire que si l'Iran frappait Ankara, l'OTAN devrait forcément entrer en action sous le fameux couvert de l'article 5. L'Iran dit qu'il s'en tape, il s'en fout de ces accords de l'OTAN avec ces pays. Où que ce soit que se trouvent les bases militaires américaines, même soit-il en Allemagne, ces bases militaires sont sous le viseur de Téhéran. Si vous vous posez la question si l'Iran sera capable de le faire, les États-Unis tentent d'utiliser les bases militaires de Ramstein en Allemagne pour viser Téhéran. Vous allez simplement constater la réplique iranienne. Il n'est pas à rappeler que les missiles iraniens, Donald Trump l'avait dit, l'Europe est à portée des missiles iraniens. Donc à se poser la question si l'Iran peut atteindre l'Europe, ça c'est déjà une question obsolète.